C'est évidemment un très grand plaisir d'accueillir tout le monde et surtout un si beau panel européen aujourd'hui. C'est donc la seconde séance d'un cycle de 9. Il est évident, je pense, dans l'esprit de tous, que le bon niveau de portage de cette idée, c'est l'Union européenne. Et a fortiori, une Union européenne qui a affirmé qu'un nouveau pacte vert serait une des grandes priorités de cette mandature. Et bien, on a montré à la première séance que malheureusement, pour mille raisons, c'est pour l'instant très mal mesuré, mais nous connaissons bien les ordres de grandeur et nous savons, par exemple, dans le cas de la France, que l'empreinte de consommation de la société française est plus du double de nos émissions sur le sol national. Ce nouveau pacte vert sera une nouvelle manière d'additionner des politiques pour constater ensuite que les objectifs n'ont pas été atteints, ou bien l'Union européenne est-elle capable, et elle serait la première société à le faire, de s'imposer une obligation de résultat à la lumière de ses propres engagements. Nous avons un plafonnement des émissions, que ce plafonnement devra diminuer d'année en année avec un rythme à définir et dans un esprit de justice sociale, comment conçoit-on au niveau de l'Union européenne la manière de gérer ce plafonnement. Voilà, si vous voulez, le champ que j'ai offert aux uns et aux autres pour cette séance qui, je crois, sera passionnante et je vous remercie infiniment les uns et les autres. Je voudrais d'abord vous dire que je suis très admiratif devant ce que vous faites de façon bénévole et en tant que citoyen européen. C'est une démarche d'utilité publique. Je ne suis pas un expert climat, je ne ferai pas semblant de l'être. Je parle plutôt en tant que haut fonctionnaire, comme Pierre l'a dit. Nous sommes évidemment très loin d'avoir gagné la bataille du climat, comme Pierre l'a dit, les objectifs, on peut les fixer. La question est de savoir comment les réaliser. Il y a peut-être aussi une question dont on ne parle pas assez. Nous avons toutes sortes de stratégies pour diminuer, pour accroître l'efficacité économique et pour travailler sur l'offre. Il faudra un jour ou l'autre aussi sérieusement regarder du côté de la demande et la question de notre consommation et de notre mode de vie. Je voudrais insister sur la difficulté à arriver à cet accord. Pendant ces 2 jours-là, les chefs d'État et de gouvernement se sont repris à 7 fois. Il y a eu 7 séances à l'intérieur de ce Conseil européen pour se mettre d'accord. Et le deal s'est fait à 8 heures du matin après une nuit blanche. Le Conseil européen y reviendra encore une fois, peut-être en mars, peut-être un peu plus tard, à la demande aussi de la Commission, parce qu'il est important de baliser le terrain. Il y a encore un tas de questions qui se posent, par exemple, sur le burden sharing dans le domaine non ETS. Donc, je crois que le moment est bien choisi. L'Europe doit trouver son chemin par rapport à ses acteurs. Elle ne peut pas agir seule. D'ailleurs, ça ne servira à rien parce que même si nous sommes de grands pollueurs, notre part globale dans la pollution est relativement petite. La réponse de l'Europe ne sera pas toujours à la hauteur de vos espoirs, parce que la politique est l'art du possible. Mais l'Europe est engagée dans cette bataille, elle l'a prouvé dans le passé, et ses actions récentes le reconfirment. Face à la crise à laquelle nous sommes confrontés, on aurait pu s'attendre à ce que des chefs d'État et de gouvernement disent non, non, écoutez, il faut d'abord rétablir la croissance, on ne peut pas perdre de temps avec le climat. Je crois qu'ils ont compris que le Green Deal, c'est aussi une façon pour l'Europe d'aller de l'avant, de faire de la croissance. Merci beaucoup. Merci, M. Callanan. Merci aux organisateurs de cet événement. C'est très urgent, mais nous avons encore le temps d'agir. C'est pourquoi nous mettons tous en manœuvre pour poursuivre dans cette voie. Le but, c'est de pousser nos partenaires commerciaux dans le monde à avoir au moins la même ambition climatique que nous avons à l'Union européenne. Toute cette législation doit être revue pour qu'elle soit en mesure de nous aider à arriver à cette réduction des émissions de 55% en l'an 2030. Mais nous avons toute une série d'instruments qui servent à motiver l'investissement privé, parce qu'il est clair que les investissements nécessaires ne peuvent pas être seulement financés par le public.
Je peux seulement dire que du côté de la Commission européenne, on a toujours été convaincus que dans une aventure, si vous me permettez l'expression, de cette envergure, si les grands partenaires mondiaux n'y sont pas, nous ne parviendrons pas à réussir. Donc, nous sommes contents que les États-Unis sont revenus à l'accord de Paris. C'est le moment où on crée de la dynamique, où il y a l'espoir qui revient avec une Amérique sur table. Moi, j'avais l'énorme plaisir de coordonner la position européenne lors des débats sur l'accord de Paris. Donc, en 2015, le Luxembourg avait la présidence. C'est pas l'action seulement des gouvernements, pas l'action seulement de nos économies, c'est l'action de tout le monde. Et pour cela, il faut habiliter chacun et chacune, discuter et faire le débat en public. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Donc, félicitations déjà pour cette étape. Donc, il est important dans les prochaines étapes, et je suis sûre qu'on pourra les faire, qu'on intègre cette justice climatique vraiment dans nos procès. Et je crois que le Green Deal qui a été proposé, on a déjà beaucoup d'éléments qui sont énormément importants pour relancer l'Europe maintenant. Il faut saisir maintenant parce que maintenant les gouvernements font leur plan de relance. Et je crois que là, le message, il faudra le réaffiner parce que c'est en fait un message de dire, voilà, on peut travailler pour le bien-être de nos citoyens et découpler les émissions. La croissance économique n'est pas la seule chose à faire, c'est le PIB du bien-être. C'est accroître une société qui est plus juste, où il y a le bénéfice pour tout le monde et tout le monde peut vivre en fait dans un monde sans pollution. Aussi, j'aimerais bien un peu pousser au niveau de la loi climat, on discute aussi le niveau scientifique, par exemple, intégrer non seulement l'empreinte carbone, mais aussi les scientifiques, puis les citoyens, les acteurs économiques qui démontrent que c'est possible, et ensuite les États qui se rassemblent autour d'une idée de vivre dans un monde sans pollution où on œuvre pour la neutralité climatique. Autant il y a une réduction des gaz à effet de serre sur l'Europe, mais on ne prend pas en compte l'ensemble et notamment le problème des importations. Parce qu'on est de gros consommateurs, les citoyens européens, mais on ne consomme pas tellement ce qu'on produit sur place. On va consommer des produits qui sont importés. Et quand on voit le Haut Conseil sur le climat, ils ont estimé que 47% des émissions de gaz à effet de serre provient de l'importation. Donc, ça veut dire que si on veut être cohérent, il faut qu'on remette en question ce marché carbone au niveau de l'ETS et qu'en même temps, on fasse ce qu'a proposé la Commission, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On n'est pas cohérent sur nos accords commerciaux. L'autre fois, on a auditionné, je crois que c'est le Premier ministre d'ailleurs portugais qui a la présidence, eh bien, il est favorable à l'accord du Mercosur. Et ça, pour moi, c'est incohérent avec une politique climatique. On ne peut pas être d'accord avec cet accord commercial dans la mesure où, il diminue les taxes douanières de 84%, et d'autre part, il va encourager l'agrobusiness, il va encourager la déforestation par rapport à des gros producteurs, et le fait d'importer de la viande, de la volaille, de l'éthanol, etc., ça va encore pénaliser, et les chiffres ont été donnés par un rapport, de 34% les gaz à effet de serre. Autre incohérence, c'est le traité sur la charte de l'énergie. C'est quand même incroyable ce traité. Il a été ratifié par l'Europe, par les États membres, et il favorise l'investissement au niveau des énergies fossiles, avec des tribunaux qui pénalisent les États qui encouragent les énergies renouvelables et qui veulent diminuer justement le fait de ne pas utiliser les énergies fossiles. Donc ça aussi, c'est incohérent. C'est un combat qui doit intégrer toutes les politiques environnementales et sociales. Il faut qu'on associe les gens avec nous parce que c'est un vrai projet de société. De quoi est-ce qu'on parle ? Avant d'être député européen, j'étais pendant quelques mois membre du Haut Conseil pour le climat en France. Et le Haut Conseil pour le climat avait montré des chiffres qui disaient que si on tenait compte qu'effectivement les émissions de CO2 sur le territoire national en France avaient baissé de 25% par rapport au maximum atteint à la fin des années 90, 90, comme on dit à Bruxelles. Mais si on tient compte des produits importés, les chiffres sont un peu compliqués, mais ils sont quand même assez fiables.
il n'y avait aucun progrès. Est-ce qu'il faut une obligation de résultat? La réponse est oui, si on a compris le problème. Voilà, 440 morts en Australie, 1000 morts avec le cyclone Idai. J'ai passé 2 jours à Bamako il y a 3 ans. Il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre. Il parle du sida climatique. Les gens qui vivent à Bamako vous disent que le climat va faire autant de morts ou plus de morts que le VIH. Donc, évidemment, il faut une obligation de réussite. Hélas, je suis désolé de contredire Jim, quand on dit qu'on passe de 25% à 30% du budget général pour le climat, c'est très bien, évidemment, 30%, c'est mieux que rien, mais ça ne fait que 8 milliards de plus chaque année. La taxe carbone aux frontières, c'est très bien. Il faut la faire, la taxe carbone. C'est entre 3 et 10 milliards par an. Entre 3 et 10 milliards. ETS, c'est très bien. C'est entre 3 et 10 milliards. Un impôt sur les bénéfices des grandes entreprises, c'est déjà mieux. Ça rapporterait 12 milliards par an. La taxe sur les transactions financières, vous savez qu'elle est sur la table depuis 2011. Ce n'est pas juste moi. Certains disent que c'est un combat perso. Le rapport sur le financement du Green Deal rappelle que ça pourrait être 57 milliards par an. 57 milliards par an et demande qu'on débloque la négociation en avançant avec une coopération renforcée. Et il y a 2 jours, il y a eu des fuites organisées qui montrent que le Portugal a envie effectivement d'avoir un accord dans les mois qui viennent pour avoir un accord sur la coopération renforcée d'une taxe sur les transactions financières qui permettrait de rembourser le plan d'urgence et de financer une action sur le climat. Les objectifs de réduction de nos émissions sont juridiquement contraignants, il n'y a pas de mécanisme de sanction et donc oui, ce sont des obligations qu'on se fixe moralement, si vous voulez, juridiquement, mais leur non-respect n'entraîne pas de conséquences juridiques ni pour les États membres, ni pour l'Union européenne dans son ensemble. Et je suis plutôt sur la ligne de Pierre qui montre la différence énorme entre la consommation, l'impact climat et l'impact écologique d'ailleurs réel des Européens en fonction de leur consommation. Et donc je ne partage pas la position de Madame de la Torre et je pense que c'est une manière pour la Commission de se satisfaire ou de dormir tranquille en disant que finalement, quand on tient compte de la consommation importée, ben finalement, l'Union européenne fait à peu près le même boulot. Je pense que ça, peu de gens peuvent croire à ce genre d'affirmation et qui d'ailleurs sont un peu contre-intuitives puisque les émissions du monde entier n'arrêtent pas d'augmenter. Alors on peut dire oui, mais c'est parce que les Chinois augmentent leur consommation. Je pense simplement que une partie très importante des biens manufacturés et de la nourriture que nous consommons en Europe viennent de l'extérieur. Est-ce que le Green Deal a une approche sociale? Autrement dit, si on est dans une phase d'effort et de rationnement, est-ce qu'on veille à limiter, j'ai envie de dire, à réduire les inégalités? La réponse est non. Alors là, à la décharge des institutions européennes, c'est vrai que la politique sociale n'est pas entièrement du ressort de l'Union européenne, tant s'en faut. Par contre, l'Union européenne a, par sa politique budgétaire et économique, influé très très fortement sur les politiques sociales ces 40 dernières années, et pas dans le sens d'une réduction des inégalités, hein, dans le sens de l'augmentation des inégalités. Est-ce qu'on assiste à un retournement de cette stratégie? Pas encore. Pas encore. Le Green Deal a des angles morts colossaux avec un grand K, comme on dit en Allemagne. La politique agricole commune, c'est pas. J'ai envie d'aller plus loin que ce que Carole a dit. Ce qui a été adopté comme position par le Parlement, ce qui a été adopté comme position par le Conseil est un désastre. Le premier gros alibi qui était à disposition pour tuer le Green Deal, c'est la pandémie. Est-ce que le Green Deal a été tué? Non. Non, et je dirais même qu'il est sorti plutôt renforcé. Une croissance matérielle qui est celle exprimée par le PIB, une croissance matérielle infinie dans un monde comme le nôtre, c'est impossible. C'est une impossibilité physique. Et donc, continuer d'affirmer qu'on va pouvoir faire croître la taille de l'économie mesurée par le PIB, c'est une imposture intellectuelle. Est-ce que pour autant, il faut maintenant décider d'avoir une stratégie de décroissance? Non, puisque l'objectif, c'est de réduire notre empreinte écologique et de réduire les inégalités. Parce que j'entends trop souvent oui, mais c'est impayable, il nous faut plus de fric, etc. Pierre l'a bien dit. Mais tout ça suppose qu'en fait, il faut faire la transition écologique en plus de tout le reste. Autrement dit, on continue à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui et il nous faut en plus 350 milliards ou 1000 milliards ou 2000 milliards pour faire la transition. Bullshit, c'est pas vrai. Prenons la politique agricole commune. Est-ce qu'il faut plus d'argent pour la PAC? Je ne pense pas. Par contre, est-ce qu'il faut continuer de dépenser la PAC comme on le fait? Absolument pas. Il faut accepter que nous vivons dans un monde contraint. Et je sais que le rêve du capitalisme, mais aussi le rêve de l'Occident, c'est évidemment de sky is the limit. Il n'y a pas de limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein, il est interdit d'interdire. Rappelez-vous, mai 68. Ben non. En fait, si nous voulons permettre à tous les humains de vivre une vie digne d'être vécue, ben ça suppose que ma liberté s'arrête là où commence celle
du voisin. Et donc, en effet, ma liberté, elle a des limites. Alors aujourd'hui, on limite la liberté essentiellement pour protéger les possédants. Je pense qu'il faut il faut utiliser la contrainte pour protéger la vie. Et c'est ce qu'on fait maintenant avec beaucoup de difficultés, mais dans le cadre de la pandémie. Mais j'espère en tout cas qu'on sera capable de dire que, tiens, le capital ne peut pas avoir une liberté absolue comme il a aujourd'hui. Il y avait une question sur l'incitation. J'adore cette question parce que, en fait, quand vous écoutez les milieux business, ce qu'ils nous disent, c'est soyez positifs, on ne veut pas de l'écologie punitive, vous comprenez? Donnez-nous des subsides plutôt que de nous infliger des pénalités. Et dans le monde politique, il y a beaucoup d'écoute pour ça. Non. Parce qu'en effet, la première chose, c'est peut-être de mettre des limites. Et c'est évident que si vous regardez la question des normes d'émission des véhicules, si vous décidez d'imposer des normes extrêmement strictes, extrêmement sobres, pour reprendre le terme, ça coûte au pouvoir public 0 francs, 0 centimes. D'accord? Ça va coûter un pont aux entreprises automobiles et autres qui vont devoir investir. Et tout cet argent investi, c'est de l'argent qu'on ne va pas distribuer en dividendes. Et donc, quelque part, on va arrêter la machine à sous des détenteurs de capitaux. Ça, évidemment, ils veulent à aucun prix. Ils veulent à aucun prix, mais c'est ça tout leur langage de « donnez-nous des subsides ». Et en effet, la règle est souvent plus efficace que le subside. Et si nous devons utiliser la carotte, eh bien, je pense qu'il faut d'abord utiliser le bâton. Autrement dit, si je ne suis pas conforme, eh bien, je vais être sanctionné. Plutôt que de dire, si j'ai un comportement vertueux, je vais être récompensé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est toujours la même chose. Les détenteurs de capitaux veulent toujours l'assurance du rendement sans aucun risque. Il n'y a aucun problème de traité, mais il faut que la BCE et que Christine Lagarde aillent plus vite. Ça serait quand même bien si on avait 300 milliards de plus chaque année de prêts pour les transports en commun, pour l'isolation des bâtiments ou pour l'agriculture. S'il n'y avait pas eu cette pression des jeunes, cette pression de la société, peut-être le Green Deal n'aurait pas eu lieu. Et c'est vrai. Et nous devons être bien conscients de ce que cela représente. Mais si vous voulez, à l'heure actuelle, au niveau de la Commission européenne, on attribue des quotas gratuits, et notamment à la fois pour les industries liées à l'énergie, notamment l'électricité, et des industries liées à des industries très énergivores. C'est par exemple l'acier, c'est par exemple les industries qui fabriquent les pesticides, c'est par exemple le ciment. Eh bien, ils ont des quotas gratuits. Alors, vous avez une autre entreprise qui, justement, fait attention de ne pas émettre trop de gaz à effet de serre. Eh bien, avec ces quotas gratuits, le prix de la tonne est très bas, ce qui n'encourage pas des entreprises qui voudraient être vertueuses, vous voyez, à faire des efforts pour diminuer les gaz à effet de serre. C'est pour ça que ça soit la Cour des comptes, il y a eu plein de rapports qui remettent en question le marché du carbone avec ce système de TS. Si on veut renforcer les entreprises vertueuses, il faut enlever ces quotas gratuits et faire en sorte à mettre toutes les entreprises au même niveau. Et si on parle de blocage au niveau européen, c'est très très clair. C'est pas seulement les incohérences, mais c'est aussi vraiment lorsqu'on est au niveau des discussions en Europe sur le climat. En fait, il y a évidence scientifique qu'il faudrait faire plus. Mais au niveau du Conseil, au niveau même des ministres de l'Environnement, c'est très très dur à arriver à non seulement des majorités. Et en fait, les discussions d'avoir une Europe qui sont unies, c'était pour cela que j'avais axé un peu sur ça. Si on veut éviter les clivages et avoir des sociétés, une Europe qui soit unie, alors il faudra trouver les bons moyens au niveau de la transition juste, au niveau européen, pour s'engager tous ensemble. Je résumerai mon impression en une courte phrase: au milieu du gué. Au milieu du gué, je trouve que Philippe Lamberts, avec beaucoup d'éloquence, a dit une discussion comme celle-là, les perspectives du Green Deal, le fait que la pandémie ne l'a pas remis en cause, tout ça est le signe d'un changement de cap tout à fait extraordinaire. Si on assume clairement notre empreinte et sa réduction annuelle, parce que ce qui me frappe aussi, si vous voulez, depuis 30 ans, c'est qu'en se donnant des cibles 2030, 2050, etc., on se dispense
d'une certaine manière, de réduire d'année après année. On le voit très bien avec l'accord de Paris. Tout ce qu'on peut dire, c'est oui, la tendance n'est pas en direction, mais il n'y a aucun mécanisme qui oblige. Et ce qui me frappe beaucoup, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas touché à la logique profonde de ce que ça veut dire le rationnement et ce que ça veut dire la justice sociale. Et que le jour où on le touche, eh bien, ça pose la question de la responsabilité d'entreprise sur la mesure de leur bilan carbone total. Et on nous rappelait en France que les seules mesures s'arrêtent aux sous-traitants de premier degré, par exemple. Donc, on n'a aucune vision réelle de l'empreinte carbone totale d'une filière. Ce serait parfaitement possible et ça modifierait la logique. Et ça modifierait la logique des modes de vie si on prenait effectivement en compte, si les gens étaient amenés à prendre en compte leur bilan carbone et à assumer ce rationnement. Donc, je crois qu'en posant la question de l'obligation de résultat, du rationnement, de la répartition de rationnement, de sa diminution année par année, on touchera automatiquement à la question qui a été soulevée par plusieurs d'entre vous de cohérence. Donc, moi, je formule le vœu qu'au-delà de cette très très belle réunion, on puisse se permettre de relancer les uns et les autres en disant, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas aller un cran plus loin pour répondre à la rage des jeunes par rapport à ce sentiment d'impuissance qu'on a à créer les conditions de leur vie future.